Reproduction de la plante entre vie fixée et mobilité. Nous poursuivons le programme en classe de terminale, spécialité SVT. Et aujourd'hui, nous allons voir la formation des fruits. Donc, comment se forme un fruit, comment se forment les graines et comment se forment les plantules. Autrement dit, nous allons passer d'une génération à la suivante. Fruits, graines, plantules vont nous y aider. À l'issue de la fécondation que nous avons vue dans le cours précédent, la fleur qui porte les ovules se transforme en un fruit qui renferme des graines. La graine contient l'embryon d'une future plante qu'elle protège par une enveloppe résistante et nourrit à la germination en utilisant des réserves préalablement accumulées. Donc je répète, à l'issue de la fécondation, donc la réunion d'un ovule et du gamète mâle, eh bien la fleur qui porte des ovules, à l'issue de cette transformation, va se transformer en un fruit, et dans ce fruit, il y a des graines, ou une graine, ça dépend. Et cette graine contient une petite plantule miniature, donc c'est un embryon d'une future plante qu'elle protège. Donc la graine protège l'embryon. Pourquoi? Parce qu'il y a une enveloppe résistante. Alors pas pourquoi, mais plutôt comment? Parce qu'il y a une enveloppe résistante. Et la graine, elle va nourrir, elle va contribuer à la germination en utilisant des réserves des molécules de réserve préalablement accumulées. Donc nous allons essayer de mettre en évidence les réserves de la graine, en plus de l'explication, et nous allons essayer d'interpréter certaines expériences historiques sur la germination pour montrer quoi? Eh bien pour montrer la mobilisation des réserves de la graine. Alors j'ai pas l'habitude de regarder mon téléphone quand je fais un cours, mais là, exceptionnellement, je vais jeter un œil. Ok. Désolé. Bon, vous avez compris ce que j'ai dit? Oui, bien sûr. Ah, sinon, vous mettez en arrière. Comment? Alors, nous allons essayer de montrer les transformations des fleurs en fruits contenant les graines, et nous allons essayer également de comprendre comment les graines peuvent être à l'origine de nouvelles plantes. Donc la façon de faire, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Donc montrer, je répète, montrer les transformations des fleurs en fruits. Alors une fleur, c'est quoi? C'est un organe qui contient pistil, anther, pétales, sépales. Par exemple, il y a d'autres petites choses aussi, mais donc on a une fleur, et comment est-ce que à partir d'une fleur, si vous prenez par exemple au printemps une fleur la fleur d'un pommier, à l'automne vous avez des pommes. Donc quelqu'un qui viendrait au printemps prendre une photo de la fleur, il revient à l'automne, il prend une photo, il n'y a plus de fleurs, il y a une pomme. Ou alors, il prend une photo d'une pomme en automne, il revient le printemps d'après, il voit qu'il y a des fleurs dans le pommier, mais il n'y a plus de pommes. Autrement dit, un pommier est couvert de fleurs, et puis à l'automne, ce même pommier est couvert de pommes. Alors, est-ce que chaque fleur donne une pomme? Pas sûr, mais en tout cas, les pommes proviennent des fleurs. Et la pomme, c'est un fruit. Et dans ce fruit, il y a quoi? Eh bien, il y a des pépins. Et ces pépins, si vous les semez, ils donnent un pommier. Ce pommier va donner des pommes. Et dans ce pépin, eh bien, il y a quoi? Eh bien, il y a donc une enveloppe dure qui protège le petit biberon, qui est par exemple de l'amidon, admettons de l'amidon. Et dans ce pépin, il y a une toute petite plantule, c'est-à-dire un tout petit pommier en miniature.
Alors c'est bizarre, hein? Comment est-ce que une fleur peut devenir un fruit? La pomme. Et comment est-ce que la pomme peut protéger des graines? Et comment se forment ces graines? Comment est-ce que ces graines peuvent se retrouver dans la pomme? Donc vous voyez, c'est une problématique, hein? Comment on passe du fruit, c'est-à-dire la pomme, à la graine, c'est-à-dire les pépins, par exemple, pour la pomme, à la plantule, c'est-à-dire le pommier. Autrement dit, le problème est insolvable si on n'étudie pas un petit peu plus les choses en détail. Alors, essayons de nous lancer pour comprendre ce que je viens de vous dire. Alors, essayons de dégager une problématique, mais nous en avons déjà parlé, hein, nous savons bien ce que c'est que la problématique. Donc là, on parle d'une génération à la suivante. Ça veut dire d'une génération, vous avez un pommier avec ses pommes, par exemple, ses fleurs. Eh bien, génération suivante, le pommier reste toujours le pommier. Ce n'est pas une génération suivante. Par contre, la fleur va donner des graines qui seront dans une pomme. La pomme va tomber par terre. Les graines, donc, enfin, les pépins vont germer pour redonner un pommier. Donc, on a bien d'une génération de pommiers, par exemple, à une autre génération de pommiers qui provient des graines. Donc là, on passe bien d'une génération à la suivante. Comment est-ce que c'est possible? Mais ça ne va pas être notre problématique. Problématique, vous allez voir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc nous avons vu que les ovules sont fécondés par des grains de pollen. Alors comment? Reportez-vous au cours précédent. La fleur subit des transformations qui vont aboutir à la formation d'un fruit. Ce fruit contient des graines. Arrivé à maturité et placé dans des conditions environnementales globales, celles-ci, c'est-à-dire ces graines, peuvent germer et donner naissance à une nouvelle génération de plantes. Alors, plantes de la même espèce, hein, on ne va pas donner une plante d'une espèce précise, il ne va pas y avoir germination d'une autre espèce. Hein. Donc là, notre problématique, c'est comment se forment à partir d'une fleur, donc les fruits, les graines et la plantule. Autrement dit, on a une grande problématique, mais on a 3 sous-problématiques. Fruits, mystère, graines, mystère, plantule, mystère. Alors, nous avions étudié donc de la fleur aux fruits, donc la fleur de colza dans le cours précédent, hein, donc je vous invite à jeter un coup d'œil à ce cours. Et le colza, c'est bien une plante qui fait partie des angiospermes, puisque nous travaillons sur les angiospermes. Une plante produisant des fruits secs. Le colza est une plante qui produit des fruits secs et des graines oléagineuses. Donc elle produit des fruits secs et des glandes oléagineuses. Alors, sur les fleurs, il y a le pistil. Au sommet du pistil, il y a le stigmate, qui est un petit peu gluant, bon, par exemple. Et les grains de pollen vont venir se mettre dessus. Puis les grains de pollen, qui ne sont pas des graines, attention, hein, les petits grains de pollen vont germer, mais ce n'est pas une graine, pour donner une espèce de racine, mais ce n'est pas une racine, une espèce de tuyau dans lequel il y a les gamètes mâles qui vont arriver au bout, puis à un moment donné, rencontre des gamètes mâles et de l'ovule et fécondation. Autrement dit, la fécondation va produire des graines qui seront en relief. Si vous regardez bien à la fin de la période de floraison du colza, eh bien, vous allez apercevoir des graines qui sont en relief sous la paroi du fruit. Fruit sec, hein, vous vous souvenez? Donc le fruit à maturité, dans le fruit à maturité, on peut observer des graines qui sont issues des ovules fécondés. Donc regardez sur internet à quoi ressemble le fruit avec ses graines du colza. Tout à l'heure, je vous ai parlé du pommier. C'est un peu le même principe pour le cerisier. C'est une plante qui produit des fruits charnus,
qui n'a pas mangé ou qui n'a jamais mangé de cerise? C'est mon fruit préféré. Donc vous pouvez observer au printemps des fleurs de cerisier et puis un petit peu plus tard, les pétales, sépales vont faner parce que ça ne sert plus à rien. On retrouve un début de cerise immature, mais comment est-ce qu'elle s'est formée cette cerise? Et si vous regardez sur internet une image de cerise à maturité que vous avez coupée en deux, ou enfin qui est coupée en deux ou que vous coupez en deux, eh bien vous apercevez qu'il y a une paroi qui est charnue et au centre de la cerise il y a un noyau avec une paroi qui est durcie et qui contient la graine qui est issue de l'ovule fécondé. Donc, voilà pour ce premier document, document numéro 1, où on a vu deux exemples de formation de fruits, celui de la silique du colza, qui est un fruit sec déhiscent, contenant des graines oléagineuses. Donc si vous ne comprenez pas les termes, vous prenez un dictionnaire et vous regardez. Et donc ce deuxième exemple, c'est celui de la baie charnue du cerisier. On aurait pu prendre un autre exemple. Donc dans chacun des cas, il y a des transformations de fleurs en fruits. Ensuite, regardons dans le document numéro 2 une graine avec un embryon et ses réserves. Alors, un embryon et des réserves, plutôt on va dire des réserves. C'est la graine de haricot. La graine de haricot, elle est enveloppée par un tégument protecteur relativement solide. Et si vous enlevez ce tégument protecteur, vous vous retrouvez avec deux petites choses blanchâtres. Voilà, c'est la graine de haricot que vous avez débarrassée de son tégument et dont les cotylédons ont été séparés. Les cotylédons, ce sont des organes de réserve, c'est un petit peu le biberon de la petite plantule que vous voyez lorsque vous séparez les deux demi-cotylédons. Il y a un cotylédon, il y a deux cotylédons. Donc dicotylédone, d'où le terme de dicotylédone. Des plantes dicotylédones, donc qui possèdent deux cotylédons, et au milieu de ces deux cotylédons, lorsqu'ils sont refermés, eh bien on a l'embryon, la plantule en fait, où vous pouvez apercevoir avec une loupe, vous verrez mieux, donc les deux petites feuilles, deux premières feuilles, qui ne font pas encore la photosynthèse, mais qui vont, lorsque la plante va germer, lorsque la tige va sortir et former des feuilles, à ce moment-là, la photosynthèse va se faire. Et puis vous avez également, à côté des deux premières petites feuilles, une toute petite racine que l'on appelle radicule, qui est toute petite, et qui donnera la racine. Autrement dit, la radicule, c'est la future racine. Et les deux premières feuilles, qui font partie de la petite plantule, vont donner après la tige et les feuilles. Vont donner les feuilles. Enfin, les feuilles vont donner des feuilles. Mais entre les deux, il y aura des petites tiges, évidemment. Entre la racine et les feuilles, il y aura des tiges. Bon, évidemment. Donc chaque graine contient un embryon de très petite taille. C'est le bébé embryon. Et les cotylédons sont les biberons. Ça veut dire que les réserves dans les cotylédons vont servir à faire croître les deux premières feuilles et la radicule. Autrement dit, la germination, quoi. Donc chaque graine contient un embryon de très petite taille et les premières phases de sa croissance lors de la germination dépendent entièrement des réserves de matière organique préalablement stockées dans la graine, par exemple dans les cotylédons. Ces réserves sont de nature variable d'une espèce à l'autre. Donc nous avons vu la graine
en prenant l'exemple de la graine de haricot, nous avons vu qu'il y avait un embryon, une petite plantule et puis des réserves. Donc nous avons compris à peu près l'organisation de la graine du haricot. On observe le tégument protecteur qui est lisse et rouge en surface, et après dissection, lorsque vous le coupez en deux, l'embryon avec sa radicule et ses deux premières feuilles non chlorophylliennes, pas encore chlorophylliennes, est entouré de deux cotylédons contenant les réserves organiques. Donc voilà pour la présentation de la fleur aux fruits, d'une part, avec l'exemple du colza. À partir d'une fleur, on obtient une silique qui contient des graines. Et nous avons étudié dans un document numéro 2, donc une graine de haricot qui contenait un embryon avec des réserves. Voyons maintenant la germination qui va mettre en place une mobilisation des réserves de la graine. Tout à l'heure, on avait dit que les cotylédons étaient une réserve. Donc, nous allons voir que... Alors, je regarde quelque chose... Ouais, ça va. Oh. Bon. Donc, je disais, la germination, donc nous allons voir qu'elle met en jeu la mobilisation des réserves de la graine. Alors, vous plantez, donc si vous voulez voir les différents stades de la germination d'une graine de haricot, procurez-vous une image sur Internet ou sur votre manuel scolaire. Imaginons, vous plantez la graine. Quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, la radicule va sortir. Radicule, donc la petite racine. Et puis, encore un petit peu plus tard, vous avez le tégument qui va tomber. Et les deux cotylédons qui vont s'ouvrir et la petite plantule qui va commencer à montrer deux premières feuilles de la plante, et ces premières feuilles vont devenir vertes. Donc à partir du moment où elles deviennent vertes, eh bien ça veut dire que la photosynthèse a commencé. Donc vous avez une tige, donc les racines qui se mettent en place avec les racines primaires et secondaires, et puis vous avez également la tige qui commence à grandir, et puis les deux cotylédons qui vont commencer à flétrir. Pourquoi? Parce que les réserves sont puisées par la racine, par la tige, par les feuilles, dans un premier temps. Donc les réserves vont diminuer. C'est comme si vous donnez un biberon à votre bébé. Le bébé, il va grandir parce qu'il boit du lait, par exemple, dans le biberon. Bien là, les cotylédons sont un petit peu le biberon. Donc ça permet à la petite plantule de grandir. Et puis à un moment donné, donc il y a les racines qui se forment, la tige se forme, les feuilles se forment, deviennent fonctionnelles et ont de moins en moins besoin du biberon, puisque les réserves des cotylédons vont s'affaiblir. Donc du coup, la plante doit prendre le relais de la fabrication de matière organique à travers la photosynthèse que nous avons étudiée dans d'autres cours. Donc là, on peut comprendre les différents stades de la germination d'une graine de haricot. Donc les graines, lorsqu'elles sont arrivées à maturité, elles vont se déshydrater. Là, on repart, on fait un chemin arrière, de la fleur au fruit. Mais dans le fruit, il y a la graine. Et ces graines qui arrivent à maturité se déshydratent et vont entrer en vie ralentie. Se déshydrater, ça veut dire vont perdre de l'eau, et puis vie ralentie ensuite. Elles peuvent, pour la plupart, attendre des années, quelquefois, que toutes les conditions soient remplies pour la reprise de leur métabolisme. Alors évidemment, si vous prenez un agriculteur qui sème des graines, par exemple du blé ou du maïs dans un champ, ça ne va pas durer des années. Ça va germer. Soit peu de temps après l'ensemencement, soit un certain temps après. Bon, ça dépend des plantes, ça dépend des endroits. Donc ces graines peuvent pour la plupart attendre des années que toutes les conditions soient remplies pour la reprise de leur métabolisme. Et chez certaines espèces, donc certaines espèces ont besoin que leurs graines aient subi des conditions particulières, parfois extrêmes, par exemple exposition au froid ou à la chaleur,
altération du tégument par les enzymes digestives des animaux frugivores ou granivores. Alors, si l'humidité et la température sont suffisantes, eh bien la graine peut germer. C'est possible. Dans ces conditions, elle va se réhydrater et va reprendre son activité métabolique en puisant dans ses réserves de matière organique. L'embryon va se développer, la radicule va rompre le tégument et va s'enfoncer rapidement, enfin plus ou moins rapidement, dans le sol. Une tige va se dresser et exposer rapidement les premières feuilles à la lumière solaire. Et alors, chez la magie, je ne sais pas pourquoi je dis ça, la plantule est formée, la photosynthèse va pouvoir se faire et la plante va croître. Alors, on peut faire une expérience je vous propose une expérience qui va permettre de mettre en évidence la mobilisation des réserves de la graine au cours de la germination. Alors évidemment, c'est en accord avec votre enseignant parce que le faire chez vous, ça va peut-être pas être facile. Mais vous pouvez adapter le protocole chez vous et puis voir ce que ça donne. Hein. C'est pas défendu. Si vous voulez jouer au biologiste à la maison, au contraire, c'est très très bien, c'est une très bonne idée, c'est une activité intéressante. Alors, donc, je vous propose des expériences qui vont permettre de mettre en évidence la mobilisation des réserves de la graine au cours de la germination. Donc là, par exemple, on avait parlé de cotylédon, hein, qui est le petit biberon de la plantule. Premièrement, tremper des graines que vous voulez, par exemple maïs, blé. Vous trempez ces graines dans de l'eau pendant 24 heures minimum. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles vont s'imbiber d'eau. Alors, et ensuite, vous allez les placer sur du papier qui sera maintenu humide jusqu'à la sortie de la radicule. Alors, il faut attendre quelques heures, quelques jours. Hein. Bon. Mais au moins, cette graine ou ces graines se sont réhydratées. Et puis, vous les posez sur du papier. Il ne faut pas les laisser dans l'eau. Hein, parce qu'autrement, ça va moisir, ça va pourrir. Mais vous les enlevez, une fois que vous les avez mis 24 heures dans l'eau, vous les enlevez, vous les posez sur du papier sopalin, du papier filtre ou du coton, par exemple. Et puis, vous attendez que la racine, la petite radicule, s'enfonce, sorte, en fait. Et alors, si vous pouvez, vous coulez à chaud de la gélose additionnée d'amidon dans le fond de la boîte de pétri. Ah, évidemment, si vous n'avez pas de boîte de pétri, si vous n'avez pas de gélose, ça va être difficile. Mais au moins, vous aurez observé que la radicule sort. Et après, vous pouvez planter votre graine dans de la terre, vous allez avoir des haricots, par exemple. Pas des haricots, mais du maïs ou du blé. Enfin, un pied, en tout cas. Enfin, autant de pieds qu'il y a de graines, bon, évidemment. Bon, imaginons que vous soyez dans votre laboratoire avec votre enseignant. Donc, vous avez coulé à chaud de la gélose additionnée d'amidon dans le fond de la boîte de pétri. Et vous recouvrez uniformément la gélose de lugol. Le lugol, c'est de l'eau iodée. Elle doit devenir bleue foncée. Pourquoi? Parce qu'elle met en évidence l'amidon. Et vous éliminez l'excès de liquide, évidemment, pour que ça ne trempe pas dans l'eau, mais que ce soit de la gélose qui contienne de l'amidon, coloré par le lugol. Et puis, bon, bref, vous enlevez l'excès, quoi. Vous faites couler l'excès, vous penchez la boîte de pétri. Pendant ce temps-là, si vous avez retourné la boîte de pétri pour que tout l'excès de lugol s'écoule, admettons, pendant ce temps-là, vous coupez les graines en deux, dans le sens de la longueur, et vous déposez la section d'une moitié contre la gélose colorée.
Vous placez ces boîtes à l'étuve à 20-25 degrés pendant 24 heures au minimum. Et puis, ensuite, vous broyez les grains de maïs ou de blé réhydratés plutôt, pendant quelques heures. Donc, vous broyez des grains de maïs qui ont été réhydratés pendant quelques heures et des grains germés depuis 3 jours. Donc, vous faites 2 petits tas. Donc, un tas de grains de maïs réhydratés que vous avez broyés et des grains germés depuis 3 jours que vous broyez aussi. Et vous allez tester chacun des broyats avec la liqueur de Fehling. Et un précipité rouge brique va apparaître s'il y a des sucres tels que le maltose et le glucose. Alors nous allons en reparler tout à l'heure. Si vous avez bien compris, vous allez imaginer l'intérêt de ce qu'on vient de faire. Les résultats. Alors une fois, juste une petite parenthèse pour vous dire qu'une fois que l'embryon est réhydraté, il va fabriquer une hormone végétale. On en reparlera tout à l'heure. Alors quels sont les résultats obtenus avec les grains de blé ou de maïs broyés et après 3 jours? Eh bien, les résultats obtenus, c'est que, premièrement, avec la liqueur de Fehling seule, la couleur reste bleue. Avec le broyat de grains réhydratés, la couleur est bleue encore. Avec des broyats de grains germés depuis 3 jours, la couleur est rouge. Donc ça veut dire que vous avez du maltose et du glucose. Alors qu'avec la liqueur de Fehling seule, il n'y a rien, il n'y a pas d'amidon. Il n'y a pas de liqueur de Fehling. Bon, eh bien, la couleur reste bleue. Donc c'est la couleur de la liqueur de Fehling. Il n'y a pas de précipité rouge, donc ça veut dire qu'on n'a pas de maltose et pas de glucose. Et puis dans le tube numéro 3, alors, donc là c'était avec le broyat de grains réhydratés mais non germés. Et ensuite avec les broyats de grains réhydratés et germés, depuis 3 jours, eh bien on obtient du maltose et du glucose. Alors, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'une fois l'embryon réhydraté, il fabrique une hormone végétale que l'on appelle l'acide gibérellique. Pour vous en souvenir, vous pensez à Gilbert. Gibérellique. Stimulant, donc cette hormone, l'acide gibérellique, stimule la synthèse d'enzymes digestives qui hydrolysent les molécules stockées dans les tissus de réserve, c'est-à-dire l'amidon, les protéines, les lipides, en proportion variable selon les graines évidemment. Donc il y a une hydrolyse qui va se faire, par exemple, hydrolyse de l'amidon, qui va donner du maltose et du glucose. Bon. Donc ça veut dire que dans le 3e tube où on a mis d'un broyat de grains germés depuis 3 jours, on a bien du maltose et du glucose qui proviennent de l'amidon, et donc on en déduit qu'il y a bien eu synthèse d'enzymes digestives sous l'action d'une hormone végétale que l'on appelle l'acide gibérellique. Donc même si ça on ne l'a pas vu, on le déduit du fait de l'expérience que l'on a faite. Alors, on va essayer de reparler de tout ça. Alors, donc, dans le 3e document, 3e étude que l'on a faite concernant la germination et qui mettait en avant une mobilisation des réserves de la graine, on a donné quelques explications, on a vu un protocole. Donc, on a vu des étapes de la germination d'une graine de haricot jusqu'à l'émergence de la plantule. Ça, on l'a vu. Et on a fait une activité pratique. Et cette activité pratique a montré comment s'effectuait la mobilisation des réserves. Alors, en réfléchissant, en déduisant des choses, évidemment. Dans la première étape, de la gélose additionnée d'amidon est coulée dans une boîte de pétri. Donc, vous vous souvenez, cette molécule est révélée par une coloration bleu nuit grâce à de l'eau iodée.
donc c'est du Lugol, qui met en évidence donc l'amidon. Donc cette molécule est révélée par une coloration bleu nuit grâce à de l'eau iodée, que l'on appelle le Lugol, dont on découvre, je commence à bafouiller, dont on recouvre la surface de la gélose. Autrement dit, toute la surface de la gélose va prendre une coloration bleu nuit, puisqu'il n'y a que de l'amidon. Alors ensuite, donc des graines de blé ou de maïs en cours de germination sont disposées régulièrement sur la surface. Donc vous vous souvenez, on l'a fait. Après 24 heures, dans une étuve réglée à une température entre 20 et 25 degrés Celsius, on observe autour de ces graines une auréole non colorée, révélant l'absence d'amidon. Mais alors, où est passé cet amidon? Dans un deuxième temps, on effectue des broyats de grains de maïs réhydratés et de grains germés depuis 3 jours. Donc 2 choses que l'on fait. Grains de maïs réhydratés mais non germés et grains germés donc réhydratés germés depuis 3 jours. Et on fait un test à la liqueur de Fehling qui doit révéler ou non la présence de sucres réducteurs comme le maltose et le glucose, uniquement dans le broyat de grains germés. Donc ça veut dire qu'on a le test à la liqueur de Fehling a révélé la présence de sucres réducteurs, maltose et glucose, uniquement dans le broyat des grains germés, donc réhydratés, puis germés 3 jours après. Donc les graines en cours de germination ont produit une enzyme que l'on appelle amylase, capable d'hydrolyser l'amidon en maltose. Cette enzyme a diffusé hors des graines dans la gélose de la boîte de pétri et a permis l'hydrolyse de l'amidon contenu dans celle-ci. D'après la deuxième expérience, cette enzyme n'est produite en quantité notable que dans les graines en cours de germination, puisque la présence de sucre réducteur n'est révélée que dans ce cas. Ces expériences indiquent que l'embryon d'une graine réhydratée fabrique une hormone végétale que l'on appelle acide gibérellique, qui stimule la synthèse d'enzymes, les amylases, les maltases, les lipases, les protéases, donc amylase, maltase, lipase, protéase. Donc, synthèse d'enzymes qui permettent d'hydrolyser les molécules organiques, c'est-à-dire l'amidon, le maltose, les lipides, les protéines. Donc les amylases hydrolysent l'amidon, les maltases hydrolysent le maltose, les lipases hydrolysent les lipides, les protéases hydrolysent les protéines. Donc, je répète que une graine réhydratée fabrique une hormone végétale, l'acide gibérellique, qui stimule la synthèse d'enzymes permettant d'hydrolyser des molécules organiques contenues dans les tissus de réserve. Par exemple, dans les cotylédons, les graines de haricots, il y avait de l'amidon. Donc de l'amylase a été fabriquée pour transformer l'amidon en maltose, puis après ce sera en glucose. Donc ces petites molécules de glucose, d'acide gras, de glycérol, d'acide aminé sont ensuite récupérées par l'embryon pour son métabolisme énergétique, ses synthèses et sa croissance. Alors, pour voir si vous avez bien compris, je vous propose de travailler un petit peu, si vous êtes d'accord, pour comprendre la formation des fruits et le rôle des graines. Je vais vous poser 2 questions. Première question, vous allez utiliser l'un des exemples proposés dans le premier document que l'on a vu, c'est-à-dire, on a vu donc le colza et le cerisier, pour traduire sous forme de schéma
l'évolution des structures de la fleur conduisant à la formation d'un fruit. Donc si vous voulez, vous travaillez sur cette première question. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous allez récapituler la chronologie des événements permettant à une graine de générer une nouvelle plante en représentant la génération suivante. Donc, nouvelle plante représentant la génération suivante. Donc, voilà, donc je vous propose de travailler sur ces deux questions. Prenez un petit temps d'arrêt si vous voulez, hein, bien sûr, faites comme vous voulez. Et puis, eh bien, moi, je vous donne la correction. Donc, voici la correction. Donc, correction de la première question. Eh bien, dans les deux exemples traités, on observe une transformation progressive des fleurs en fruits. Toutes les pièces florales en dehors du pistil fanent et tombent. Celles-ci restent, pas celle-ci, mais celui-ci reste présent à l'extrémité du pédoncule floral. Donc ce pistil, qui ne fane pas, qui ne se détruit pas, va rester présent à l'extrémité du pédoncule floral et, dans le cas du colza, il va s'allonger progressivement pour former une silique. Donc un fruit sec, déhiscent, caractéristique de la famille des brassicacées. Donc, fruit sec, déhiscent, caractéristique de la famille des brassicacées, cette silique contient des graines résultant de la transformation des ovules après fécondation. À maturité, les deux valves vont s'ouvrir pour laisser s'échapper des graines. Et dans le cas du cerisier, l'ovaire infère du pistil se gonfle, sa paroi devient charnue et forme une drupe, c'est-à-dire un fruit charnu à noyau. Donc vous avez pu faire un schéma possible montrant dans un premier temps, montrant la structure de la fleur du cerisier conduisant à la formation d'un fruit. Vous avez pu représenter dans un premier schéma donc la fleur avec les étamines, pétales, sépales, le réceptacle, le pédoncule, l'ovaire et l'ovule. Et puis vous avez pu ensuite passer à un deuxième schéma montrant que les pétales et les sépales vont faner, vont disparaître, de même que les étamines qui ne servent plus à rien puisque la fécondation a déjà eu lieu au niveau de l'ovule. Alors on ne représente pas tous les détails de stigmates avec les grains de pollen, tout ça. On fait juste un schéma rapide et on s'aperçoit donc que l'ovaire va grossir et va former tout doucement ce que l'on appelle un péricarpe charnu, donc ce que vous mangez de la cerise par exemple. Et puis un petit peu en dessous, vous avez un endocarpe lignifié, donc c'est le noyau. Et à l'intérieur du noyau, vous avez la graine que l'on appelle amande et qui va contenir bien évidemment la petite plantule, donc l'embryon qui ensuite va germer. Alors en général, ne mangez pas les graines. Les graines, l'amande des graines, c'est quelquefois toxique. Ensuite, donc ça c'était la réponse à la première question. Réponse à la deuxième question. Eh bien, pour qu'une graine puisse germer, il faut des conditions. Alors, combien de conditions? Eh bien, on va en donner deux, mais tout en discutant un petit peu après également. Donc, pour qu'une graine puisse germer, il faut des conditions. Premièrement, donc le cas échéant, que la dormance, il faut, le cas échéant, que la dormance, pour qu'une graine puisse germer, il faut que la dormance soit levée par des mécanismes variables selon les espèces. Alors, ces mécanismes variables, ça peut être des modifications chimiques de la graine avec le temps. Donc ça peut être l'exposition au froid ou à la chaleur. Ça peut être l'altération du tégument par les enzymes digestives des animaux frugivores ou granivores.
Donc frugivores qui mangent des fruits, granivores qui mangent des graines. Donc ça c'est le premier cas. Il faut que la dormance soit levée pour qu'une graine puisse germer. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une température favorable et une bonne réhydratation. C'est indispensable. Alors, si les deux conditions sont réunies, eh bien la graine va s'imbiber d'eau et va gonfler, ce qui va provoquer la rupture de son tégument. L'embryon qui était en vie ralentie va retrouver une activité métabolique qui se traduit par une utilisation des réserves contenues dans divers tissus, par exemple cotylédon, une couche à aleurone, de l'albumène, etc. Chez les poacées, par exemple, comme le maïs, eh bien, l'embryon libère de l'acide gibérellique, qui est une hormone végétale, qui migre vers la couche située à la périphérie de la graine et stimule la synthèse d'enzymes hydrolytiques. Donc ils vont faire l'hydrolyse. Donc de la matière organique est hydrolysée pour former des molécules beaucoup plus petites, beaucoup plus simples, qui sont des nutriments en fait, hein, comme chez nous. Celles-ci, donc ces enzymes hydrolytiques, libérées dans l'albumène, par exemple, vont hydrolyser les réserves en sucre et en acides aminés, qui seront ensuite absorbées par le scutellum, c'est-à-dire cotylédon, représenté en blanc sur le schéma de certains manuels, sur mon schéma en tout cas, et transporté, au pluriel, vers la tigelle et de la radicule pour assurer leur croissance. Alors, je répète que ces enzymes hydrolytiques libérées dans l'albumène, par exemple, on avait pris l'exemple du maïs, hydrolysent les réserves en sucre et acides aminés qui seront ensuite absorbés par le scutellum, c'est-à-dire les cotylédons, représentés sur un schéma que vous pouvez voir un petit peu partout, et transportés vers la tigelle et la radicule pour assurer leur croissance. Les méristèmes, zones où les divisions, les mitoses sont infinies, indéfinies et infinies. Donc les méristèmes racinaires et caulinaires vont permettre le développement de la tigelle et de la radicule. Et ça, on l'avait vu dans les cours précédents. Et dans le cas du haricot, les racines se développent dans le sol, la tige en grandissant émerge du sol ainsi que les cotylédons. Donc, si vous plantez une graine de haricot, vous avez la surface du sol qui est là, la graine est là, et bien la tige sort et emmène les cotylédons vers le haut. Alors si vous prenez le petit pois, par exemple, vous plantez le petit pois, la tige sort, mais le petit pois reste à ras du sol. Bon, c'est une parenthèse. Donc je répète que dans le cas du haricot, les racines se développent dans le sol, la tige en grandissant émerge du sol ainsi que les cotylédons. Ceux-ci libèrent leurs réserves au profit de la plantule, puis flétrissent et tombent parce qu'il n'y a plus de réserve à l'intérieur. La plantule devenue chlorophyllienne peut maintenant pratiquer par photosynthèse, la plantule devenue chlorophyllienne peut pratiquer la photosynthèse grâce aux deux premières feuilles, qui sont de vraies petites feuilles, et puiser ensuite la solution du sol grâce à ses racines, c'est-à-dire l'eau et les matières minérales. Donc voilà, donc ce cours était quand même assez complet, pas difficile à comprendre, mais quand même un petit peu long. Nous avons vu que pour passer d'une génération à la suivante, il fallait passer par les fruits, les graines et ensuite la plantule. Donc on a bien vu de la fleur aux fruits en prenant l'exemple du colza et du cerisier. On a vu ensuite, grâce à l'étude de la graine de haricot, que dans la graine il y avait un embryon et des réserves. Nous avons ensuite mis en évidence la germination et nous avons vu que c'était une mobilisation des réserves de la graine qui permet à une plantule de pousser. Donc entre autres, donc on a bien vu qu'il y avait au niveau de la graine des enveloppes protectrices
Par exemple, si on prend l'exemple du maïs, de la graine de maïs, eh bien on a de l'amidon au départ, et puis on a bien de l'amylase qui est fabriquée, du maltose et du glucose vont être fabriqués également, donc par hydrolyse grâce à l'enzyme. Et puis donc l'embryon va se servir du maltose et du glucose et de l'eau également puisée à l'extérieur grâce aux petites racines. Et bien ensuite la petite plantule va germer. Donc voilà comment se forment fruits et graines, comment évoluent-elles ces graines en plantule. Le cours est terminé. Merci. C'était long aujourd'hui, hein. Oh là là. Bon. C'est quand même bien la biologie, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon courage.